va justement s'intéresser à cette notion. Alors je pourrais le titrer en allant en faisant un raccourci à la Mario Kart. Le foot Sudam revient à ses racines africaines, ou en tout cas les recherches ou essaye de leur rendre ça pour le coup, de les retrouver un petit peu. Et ben justement, on va en parler parce que vous l'avez probablement vu passer. Et vous, si vous suivez le football brésilien, vous l'avez vu aussi jouer. Bilal Brahimi est arrivé à Santos. Bilal Brahimi qui a été international algérien, hein, qui a fait un petit peu la suite de Islam Slimani il y a quelques temps. Donc il avait résilié, hein, l'ancien de l'OGC Nice avait résilié son contrat début septembre, il était libre. Et il a signé son contrat dans la semaine dernière avec Santos, et quelques jours plus tard il a fait ses débuts contre Red Bull Bragantino, c'était ce dimanche, il est entré en jeu, ils ont fait 2-2, et donc il rejoint un petit peu dans ce courant un autre ancien international algérien, Islam Slimani, qui était passé par Coritiba il y a quelques temps, vous vous en souvenez peut-être, en 2023 pour être précis. Islam Slimani qui avait mis 3 buts, et qui avait fait 3 buts et marqué 3 buts pardon, et signé 2 passes décisives en 11 matchs. Et ces deux joueurs, Bilal Brahimi, je crois qu'il a 27, mais je peux me tromper, Al Découle, mais je crois qu'il n'est pas si vieux que ça. Je laisse les gens du chat vérifier. Et donc, que ça soit Bilal Brahimi ou Islam Slimani, qui pour le coup sont des représentants de l'Afrique du Nord, sont un petit peu un nouveau type de joueurs venus d'Afrique, hein, de manière générale, représentants de pays africains à venir au Brésil ces derniers temps, rejoignent une colonie africaine encore petite, mais qui grandit petit à petit, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un mouvement qui s'est créé ces derniers temps, notamment au Brésil. Alors pour vous donner quelques chiffres et que vous voyez à quel point c'est encore anecdotique presque, il y a 152 joueurs étrangers évoluant dans le Brasileirão cette année. C'est un chiffre qui date de début de saison, ça a peut-être un peu évolué avec quelques transferts et tout, mais bon, non, parce que je suis allé vérifier sur Transfermarkt et on en est là. Il y a 47 Argentins, c'est la plus forte communauté. L'Europe a 14 représentants, 8 pour le Portugal, donc voilà. Et l'Afrique, elle en a 3 joueurs qui évoluent, dont le dernier en date, et donc Bilal Brahimi. Je vais vous donner les 3 d'ailleurs. Le deuxième, c'est Yannick Bolassier qui joue à Cruzeiro. Et le dernier, c'est Bastos. Et je vais revenir sur son cas dans un instant. Vous savez peut-être qui c'est. Je suis en train de me dire que j'aurai pas de visuel à vous montrer de Bastos. J'ai oublié de le mettre. Mais je vous inviterai à aller le voir et vous verrez, vous trouverez. Vous allez identifier assez vite si vous avez suivi le football sud-américain. Et donc, comme je le disais, il y a eu quand même un mouvement. Il y a un vrai mouvement de fond. J'en veux pour preuve des données qui ont été publiées par la Fédération brésilienne l'année dernière, qui nous expliquait que 26 joueurs africains avaient été enregistrés dans le football brésilien, c'est-à-dire en cumulant l'ensemble des divisions du Brésil, Série A, B, C et D. Il y a 4 divisions au Brésil. Parmi ces 26 joueurs, il y a 7 Camerounais, 6 Nigérians, 5 Ghanéens, 3 Sénégalais, un Angolais, un Togolais, un Béninois, un Gabonais et un Burkinabé. C'était l'année dernière, hein, pas cette année, c'était l'année dernière. Cette liste pointe évidemment vers, vous le voyez, en priorité vers l'Afrique subsaharienne, mais donc je voulais profiter de l'arrivée d'un autre représentant d'un autre pays d'Afrique, là pour le coup l'Afrique du Nord, pour justement parler un petit peu de cela et voir comment c'est aussi utilisé, parce que vous allez voir qu'il y a 2 aspects à cette migration africaine, si je peux m'exprimer ainsi, au Brésil, et pas que au Brésil, on va en parler. Alors, parce que vous allez le voir, hein, il y a aussi une sorte de conscience générale qui est prise dans certains pays d'Amérique du Sud, notamment à la vue d'un pays particulier qui s'appelle l'Équateur, et j'y reviendrai dans un instant pourquoi sur le côté particulier, sur l'impact et l'importance des joueurs, des joueurs de foot venus d'Afrique. Je ne vais pas reprendre les propos de Claudio Borghi qui sont un petit peu tendancieux parce qu'on peut les connoter chez nous, même si lui dit que ce n'est pas le cas. Mais la manière dont il le dit, on ne la dirait pas comme ça chez nous. Et je vais le dire de manière un petit peu plus politiquement correcte. Par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit que en gros l'avenir du football dans les prochaines années était en Afrique, était sur des joueurs africains, tout simplement. Il a expliqué pour des histoires de morphotype, d'impact physique, de qualité technique, etc. Enfin de cette fameuse association d'impact physique et de qualité technique chez bien des joueurs. Bon, on va pas rentrer trop dans ce débat-là parce que vraiment il y a des trucs qui peuvent un petit peu voilà. Bref, il l'a dit de manière très maladroite, on va dire. Je
espérer que c'est maladroit parce qu'il a dit qu'en plus dans l'émission, il a expliqué qu'il ne fallait pas y voir une notion de racisme dans ce qu'il disait. Mais voilà. Et ça, ce côté. Allez voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'Afrique, allez voir le footballeur africain de plus près, eh bien les clubs brésiliens l'ont bien compris. Parce que ça touche beaucoup chez les équipes de jeunes. On va en parler dans un instant, je vais entrer un petit peu dans le détail, vous allez voir qu'il y a des choses qui se créent au Brésil chez le jeune. Indépendamment du fait que le football africain est en constante progression, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose il fallait aller voir là-bas parce que les joueurs étaient, avant l'Amérique du Sud, ne regardaient que les Européens, on va dire les choses très clairement. Et là maintenant, elle se dit, attends, il y a des choses quand même en Afrique qui se font. Je vais y venir dans un instant. On va juste s'amuser un petit peu à lister quelques joueurs africains qui sont passés par l'Amérique du Sud. Je précise, parce que je sais qu'il y a des aficionados du football mexicain dans le coin, j'ai dit Amérique du Sud, donc pas au Mexique. Voilà. Donc, on oublie tout de suite ceux qui sont passés notamment par l'América. Je vais rester sur l'Amérique du Sud. Je ne vais pas vous faire un listing complet parce que alors sinon, c'est deux garanties. Un, que ça soit trop long et deux, que j'en oublie plein et que ça froisse certains. Donc, voilà. Je vais commencer par Bastos, justement, de son vrai nom, Bartolomeu Jacinto Cassinga. Il est angolais, Bastos, et il est devenu, l'année dernière, avec Botafogo, parce qu'il joue à Botafogo, il est devenu, l'année dernière, le premier joueur africain à soulever la Copa Libertadores. Il a été le premier joueur africain à gagner le titre, et donc il est un des représentants de l'Angola. Gros lien Brésil-Angola, historiquement, oui, et tu vas voir qu'on va aller plus loin, qu'il y a un vrai lien qui va encore plus loin. On va en citer quelques-uns, on va prendre quelques exemples. On va peut-être écarter le cas Emmanuel Adebayor qui est passé par le Paraguay à Olympia. C'était un petit peu compliqué, même si c'était amusant la manière dont Adebayor est arrivé à Olympia au Paraguay. Il y avait eu une sorte de campagne de financement participatif, plus ou moins, c'est-à-dire que Olympia avait demandé, en fait, avait fait comme un donation goal. Il l'avait fait sur un joueur pour le faire revenir avant. Ils l'ont fait pour faire venir Adebayor. En gros, c'était devenez sociaux, et si on atteint tel nombre de sociaux, ça paye le salaire d'Adebayor. Ils ont bien fait. Adebayor a joué 4 matchs, pardon. Il a pris un rouge en Libertadores, il n'a pas eu le temps de marquer un but. Il y a eu le Covid derrière, il est rentré au Togo et il y a eu des bisbilles derrière avec exactement son coup de karaté. Il est rentré au Togo ensuite pendant la Covid et il n'est pas revenu. Il y a eu des histoires, ça s'est pas très bien terminé à un moment parce qu'il y a eu un procès concrètement, parce que comme il n'est pas revenu, Olympia a dit bah ok, il a donc rompu son contrat, donc on arrête de le payer. C'est allé devant la FIFA, Adebayor a gagné 500 000 dollars à payer par Olympia. Donc voilà, c'est pas forcément une option enfin voilà, Adebayor n'est pas forcément un exemple de grande réussite. On peut quand même citer quelques joueurs où ça s'est pas trop mal passé. On peut citer par exemple ah oui, alors si j'efface ça, ça paraîtra pas. C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà, on peut citer donc quelques joueurs comme ce garçon qui jouait à Millonarios à l'époque de Juanma Lillo, appelé justement par Juanma Lillo. Ce garçon, vous l'avez reconnu probablement, c'est le regretté Modeste Mbami qui est passé donc par cette équipe de Millonarios à l'époque de Juanma Lillo. Il a laissé un joli souvenir en Colombie. Il n'a pas révolutionné le football colombien, mais en tout cas il a joué un joli souvenir. Il y a un homme que je peux vous citer qui est intéressant, j'ai pas d'image de lui malheureusement à vous montrer. C'est un autre Camerounais qui s'appelle Cyril Makanaki. Alors lui c'est très intéressant parce qu'il était membre de l'équipe camerounaise qui a fait la Coupe du Monde 90 et ce garçon est passé 2 fois par l'Équateur et par Barcelona notamment. Il y est passé en 95 et en 97. Et il a gagné 2 titres de champion d'Équateur avec Barcelona. Et le garçon a été, vous le savez à quel point l'Amérique du Sud, et même on peut dire l'Amérique latine, est superstitieuse. Je vais faire la bise aux supporters de Cruz Azul au Mexique avec l'histoire de la malédiction. J'en ai parlé dans un magazine de Lucarno Posé. Ils en étaient arrivés jusqu'à faire venir des sorcières pour exorciser la Noria, qui est le centre d'entraînement, qui a fait que Cruz Azul n'a pas gagné un titre pendant 2 décennies. À peu près, eh bien il y a eu la même chose à peu près à Barcelona, c'est-à-dire que je le disais, Cyril Makanaki est champion avec Barcelona en 97. Ça se finit pas très bien avec le club parce que il n'a pas été le club quand il est parti, pareil, des défauts de paiement de salaire, des indemnités et tout, et il y a eu une rumeur là-bas en Équateur disant qu'il avait lancé une malédiction contre le club. En gros, tant que le club ne paiera pas sa dette, il ne sera pas champion.
pendant 14 ans, Barcelona n'a pas été champion. Et donc, et donc, voilà, le joueur, lui, a démenti, hein, forcément, parce qu'il y a eu des choses, on a vu des choses folles. Hein. Ils ont pensé qu'il avait fait des actes de sorcellerie pour marabouter le club et tout. Enfin, vous voyez le truc. On est en Amérique latine, hein, ces trucs-là, ça part vite en sucette. Donc voilà, donc c'était marrant, c'était juste pour vous raconter cette anecdote-là. On va quand même rappeler quelques éléments intéressants. En Bolivie, la Bolivie, c'est un pays qui accueille ces dernières années énormément de joueurs africains. Vous vous rappelez forcément, ou peut-être, de l'histoire de Christian Becamenga du côté du Real Potosí. Je l'ai mis pour que vous profitiez du logo du Real Potosí, voilà, qui est le logo du Real Madrid avec la montagne juste à la place au milieu, parce que le fondateur du Real Potosí était fan. Était fan du Real Madrid, tout simplement. Il y a eu une vraie tradition, hein, de joueurs africains. Thomas Nkono, on parlait de joueurs légendaires du Cameroun, a fait plus de 90 matchs avec Bolivar entre 94 et 97. Donc je parlais de Christian Becamenga. On a eu, que j'avais interviewé sur Hello, je vous mettrai le lien de son interview d'ailleurs, si ça vous intéresse. Plus récemment, il y a eu aussi Wilfried Bony, qui était arrivé du côté d'Always Ready, qui a été le premier joueur ivoirien à jouer au pays. Il avait été recruté pour jouer la Libertadores. Malheureusement, ça s'était pas bien passé puisque le club avait perdu, et il était reparti assez rapidement, malheureusement pour lui. Mais surtout, si je parle de la Bolivie, c'est parce que la Bolivie a un personnage important dans son histoire qui s'appelle Marc Enumba, qui est d'origine camerounaise, d'origine parce qu'il est devenu international bolivien. Il était arrivé assez vite en Bolivie. Il avait pu acquérir la nationalité bolivienne, et il a 12 sélections en sélection bolivienne. Il est donc devenu le premier joueur d'origine africaine à évoluer avec la Bolivie. Voilà, sinon on va croiser d'autres joueurs africains un petit peu partout. Christian Ebere au Nigeria, Yakuba Meite qui est nigérian, qui joue en Uruguay, tout comme Yakuba Meite. Ces deux-là jouent encore, hein, en Uruguay. Le premier joue avec Nacional, le deuxième est à Plaza Colonna. Il a que 20 ans, hein, d'ailleurs, le jeune ivoirien Yakuba Meite. Ebere d'ailleurs a été le premier joueur nigérian à marquer un but en Copa Libertadores. Il est l'un des 9 joueurs africains à avoir joué avec le Bolso. On peut citer notamment Pierre Webo, qui a décroché 5 titres au début des années 2000 avec Nacional. Et s'il y a un joueur que je voulais citer pour terminer un petit peu cet inventaire, ce parcours un petit peu rapide, c'est ce garçon-là. Ça vous parlera peut-être pas, vous n'avez peut-être pas l'histoire de ce garçon-là. Il s'appelle John Nketia Yosson, il est ghanéen, et il a gagné la CAN en 1978 avec le Ghana. Il est titulaire en finale, hein. À l'époque, le Ghana remporte sa 3e CAN, et ce garçon a joué à Peñarol entre 1980 et 1982, et donc John Yosson est le premier joueur africain à avoir joué en Copa Libertadores. Voilà, c'est pour si jamais un jour il y a des quiz, voilà, vous pouvez vous amuser. Sachez qu'à l'heure actuelle, la plus forte colonie africaine se trouve au Venezuela, avec 5 Nigérians. Le Nigeria est d'ailleurs le 4e pays le plus représenté parmi les joueurs étrangers évoluant en Ligue vénézuélienne, en première division vénézuélienne. 2 Ghanéens, un Sénégalais qui s'appelle Momo Mbaye, qui joue à Puerto Cabello, qui est prêté par le club portugais de Vizela. Un Congolais qui s'appelle Kaya Makosso, qui lui aussi joue à Puerto Cabello. Un Ivoirien, Diabagate Aboubakar, 19 ans seulement, qui lui aussi joue à Puerto Cabello. Et d'ailleurs, sur l'ensemble, sur les 10 joueurs africains qui évoluent en première division vénézuélienne, il y en a 6 qui évoluent dans ce club de Puerto Cabello, qui a joué des compétitions continentales encore récemment. Voilà pour un petit peu ce tour rapide, pour ces exemples-là. Je vous vois déjà arriver, hein, et l'Argentine, voilà, je vois déjà certains sarcasmes, l'Argentine, pays raciste, blabla, pas d'Africains, machin et tout. Si, il y a eu de nombreux joueurs africains qui ont évolué en Argentine. Par exemple, en tout, il y a eu 20 joueurs camerounais qui ont évolué en Argentine. Le plus célèbre, c'est pour Vince. Il a joué à Boca, il s'appelle Alphonse Chami, et il a joué en Boca entre 95 et 97. Vous voyez d'ailleurs, hein, que sur la période de la deuxième moitié des années 90, il y a beaucoup de joueurs africains en Bolivie, en Argentine, voilà. Et plus récemment, beaucoup plus récemment, on peut parler de ce garçon qui a joué à Lanús et qui a été post-formé à Lanús, qui s'appelle Ousmane Ndong, qui est devenu le premier joueur sénégalais à jouer en première division argentine. Il a fait 2 petits matchs. Il a joué ensuite en Uruguay, en première division, en 2022, du côté d'Albion.
Albion qui, je le rappelle, est le doyen du football uruguayen. Ce n'est ni Nacional ni Peñarol, mais Albion. Et aujourd'hui, Ousmane Ndong joue en Russie, il joue à l'Armat Grozny. Mais bon, vous le voyez, il y a eu donc des joueurs africains un petit peu partout. Il n'y a pas forcément une grande tradition du joueur africain dans tous les pays. Il y a des héritages africains, je vais en parler dans un instant, notamment avec l'Équateur. Je ne vais pas vous renvoyer vers l'héritage africain, l'héritage à l'Afrique que doit le football péruvien. Je vous renvoie vers les articles sur l'Alianza Lima, sur le Rodillo des années 30, sur Teófilo Cubillas, sur les Potrillos de 1987 dont j'ai parlé dans la dernière émission qui se sont écrasés au large en 87, au large de Lima. L'Alianza Lima qui est le club des Afro-Péruviens. Tout un héritage qui va jusqu'à Jefferson Farfan et Paolo Guerrero, je le disais, en commençant par Alejandro Villanueva, etc. etc. Donc il y a toute une tradition de descendants venus d'Afrique qui a totalement irrigué le football péruvien notamment, équatorien, je vais en parler dans un instant, et brésilien forcément. Et donc vous le voyez, il y a quand même tous ces exemples-là, et donc il y a un espèce de retour, presque de retour aux sources qui est en train de s'opérer. En tout cas, on commence à revoir du côté des origines, du côté de Brésil, et je le disais, si ça se voit, c'est parce qu'on le fait chez les jeunes notamment. Il y a un mouvement qui est basé sur aller chercher, aller scouter les jeunes talents un petit peu partout dans le monde et donc surtout aller voir du côté de l'Afrique où il y a cet héritage commun finalement avec l'Afrique. On peut même au Brésil parler d'un projet Afrique. Que ce soit tout à fait pour l'arrivée de leurs ancêtres forcément, Benona Bendo. Exactement, tout à fait. J'en parlerai pour Esmeraldas tout à l'heure avec l'Équateur, tu vas voir. Donc, pour le Brésil, il y a une politique chez les jeunes qui touche les jeunes. Des clubs comme Bragantino, Flamengo, Sao Paulo, Vasco ont des jeunes joueurs africains dans leurs équipes de jeunes. Je vais vous montrer un exemple avec un joueur qui n'est plus maintenant à Flamengo et je reparlerai dans un instant. Il a joué la Libertadores et gagné la Libertadores U20 avec Flamengo. En 2023, il y a 6 jeunes africains qui évoluent au sein des équipes de jeunes des clubs de Serie A, dont je le disais, ces 4 clubs-là. Et parmi eux, il y a ce garçon, donc Ogundana Shola Elijah, un jeune Nigérian, qui a terminé sa formation à Flamengo, qui vient d'être recruté par le Dynamo Kiev, qui joue avec le Dynamo de Kiev, et qui a donc fini sa formation à Flamengo. Flamengo qui a été scouté au pays, en Afrique, qui a organisé des stages de détection, qui a assisté à des compétitions, à des tournois qui sont organisés un petit peu partout en Afrique, et notamment en particulier en Afrique subsaharienne. À Sao Paulo, on a vu passer un quatuor argentin africain chez les U20, King Faisal qui est aujourd'hui à Larissa, un Nigérian qui s'appelle Aziz Balogoum. Lui, pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et 2 joueurs sénégalais, Clovis Etienne, qui aujourd'hui est en 2e division autrichienne, et Iba Lee, que vous voyez ici à l'écran, qui appartient toujours au club et qui est pour l'instant prêté dans un club de série C. Donc il y a ces joueurs-là. Et puis, du côté de Santos, on parlait de Santos avec l'arrivée de Brahimi, par exemple, notamment. Du côté de Santos, il y a aussi une colonie africaine qui s'est formée, et notamment 2 joueurs, Apollinaire Koulibaly, que je vais vous montrer en image, qui est un joueur particulier puisqu'il était capitaine de la sélection U17, un jeune Ivoirien donc, je ne sais pas si j'avais dit qu'il était Ivoirien, voilà, il est un représentant de la Côte d'Ivoire, capitaine de la sélection U17 qui joue avec les équipes de jeunes, et il y a un jeune Angolais qui s'appelle Osvaldo Yamba Kinanga. Ces 2 joueurs évoluent avec les équipes de jeunes de Santos, vous les voyez les uns après les autres à l'écran. Alors, on ne sait pas s'ils réussiront, je ne dis pas qu'ils seront les futurs talents de demain à Santos, etc., etc. Tous ne réussissent pas forcément, mais vous voyez qu'il y a un vrai mouvement. En 2023, l'AFP avait dénombré une 12aine de jeunes joueurs africains qui avaient soit signé dans les équipes de jeunes, soit avaient effectué des tests auprès d'un club du pays. Donc c'est pas anodin finalement. Je suis en train de regarder parce que je crois qu'il me manque... Non, si, il me manque un joueur, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a eu un article de la Globo qui a été fait l'année dernière, me semble-t-il, qui justement s'intéressait à ce phénomène-là.
Et en fait, il en ressort que oui, les clubs commencent à véritablement lorgner, à s'organiser. C'est ce que je disais tout à l'heure pour Flamengo. Euh, il y a par exemple des équipes qui envoient des recruteurs à des compétitions dans des pays, notamment au Sénégal et au Ghana. L'Atlético Mineiro, notamment, avait été sondé. Son directeur sportif, son responsable des jeunes de l'époque, Victor Aurelio Silva, racontait qu'il avait concentré son occasion sur ces deux pays-là. Et la conséquence, c'est qu'il y avait un jeune joueur qui était arrivé à l'Atlético Mineiro. Le voici en photo. Il s'appelle Mamadi Cissé. Il est guinéen. Il a 18 ans et il s'est entraîné avec l'équipe pro après avoir signé son contrat. Et lui a été recruté par l'Atlético Mineiro après avoir joué un tournoi de jeunes en Afrique. Et le club a dit clairement qu'il est le premier élément de ce projet qui a débuté l'année dernière. Il joue maintenant avec les U20 de l'Atlético Mineiro. La même année, Palmeiras, toujours auprès de Globo, explique qu'ils ont mis en place, eux aussi, une volonté d'envoyer des recruteurs un petit peu partout en Afrique pour visiter toutes les académies de football qui sont implantées, notamment en Afrique subsaharienne, et pour assister à des compétitions. Il annonçait même, le responsable des académies de Palmeiras, João Paulo Sampaio, coordinateur des jeunes, pour dire les choses précisément, avait annoncé que 2 joueurs allaient bientôt arriver au club, que un allait intégrer l'équipe U20, tandis que l'autre passerait des tests. Quelques semaines plus tard, on avait vu un jeune joueur, Thierry Axel Antwi, qui est aujourd'hui avec les U20 de Criciúma, arriver. Mais surtout, à la même époque, on a vu arriver un autre jeune joueur ivoirien qui a 18 ans, défenseur central. Je vais vous le montrer en photo parce qu'il soulève un titre avec les jeunes de Palmeiras. Il s'appelle Koné Ziyeh Mohamed. Il aura 18 ans en octobre et il va signer, lui, pour le coup, son contrat avec les pros, avec, paraît-il, une clause absolument folle basée à 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ce garçon, qui est vraiment l'un des vrais prospects, si on doit parler dans un français correct, de l'Académie de Palmeiras, a suscité déjà, selon les rumeurs, de vrais intérêts, notamment de la Première Ligue et aussi du Barça. Un petit détail assez intéressant, Koné Ziyeh Mohamed, comme Apollinaire Koulibaly, qui est à Santos, viennent d'un même club qui est le Jean Évrard Kouassi FC. C'est le club fondé par Jean Évrard Kouassi, joueur professionnel qui joue encore, me semble-t-il. Et donc, vous voyez, il y a cette volonté de se tourner vers l'Afrique, de s'implanter, d'aller observer ce qui s'y passe, mais il y a aussi d'autres types de projets qui se montent, des projets d'académie, des académies qui s'installent et qui vont nouer des partenariats avec les clubs brésiliens. Alors je vais en citer une parce qu'elle est assez intéressante. Elle s'appelle le Kiala FC. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce donc que cette chose-là? Je vous montre une image. Cette histoire-là, elle a été créée par une chanteuse et influenceuse brésilienne qui s'appelle Kelly Kay et son mari. Et elle a été placée, Nir parlait tout à l'heure dans le chat de la proximité entre le Brésil et l'Angola, historique, elle est en Angola. Et l'objectif de ce club est clair. Il est affiché sur leur site web, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller le voir, mais je vous invite surtout à aller voir leur Instagram parce que c'est là où ils partagent à peu près tout. Je mettrai le lien aussi. L'objectif, c'est former les athlètes de demain en Angola. Et le club, via son influenceuse, a un réseau. On voit par exemple sur son Instagram des messages de soutien, notamment de Neymar, de Bruno Henrique, pour ne citer que. Et ce club a noué des partenariats déjà. Elle a visité le Nido de Urubu, qui est le Nino de Urubu, qui est le centre d'entraînement, le centre de formation plutôt de Flamengo. Il y a des photos où elle pose avec les représentants des équipes de jeunes de Flamengo, avec des échanges de maillots. Il y a la même chose du côté de l'Atlético Mineiro. Et sur leur Instagram, ils annoncent qu'un joueur va pas tarder à arriver à l'Atlético Mineiro. Et ils ont aussi signé un partenariat avec le club de CRB, qui est un autre club brésilien. Et d'ailleurs, ce club-là va accueillir son premier joueur venu de cette académie. Ce joueur s'appelle Cipriano Sampaio. C'est le meilleur buteur de l'équipe U19 du Kiala FC. Il est arrivé du côté du CRB. Alors, on va pas faire les grands naïfs. On sait bien que derrière ce mouvement, cette volonté de s'installer en Afrique, d'aller scouter en Afrique, il y a un aspect évidemment purement économique. Ça coûte moins cher d'aller chercher un joueur directement en Afrique que d'aller chercher un joueur en Europe, ou même maintenant, parce que c'est la difficulté pour les Brésiliens, d'aller chercher un jeune joueur sur les autres pays sud-américains. Ça commence à prendre de la valeur.
forcément parce que les meilleurs joueurs sud-américains sont déjà ciblés par l'Europe. Alors il y a forcément ce côté absolument pécunier, cette réalité un peu plus froide et glaciale. Mais il y a quand même aussi cette volonté globale de rappeler quand même les origines africaines, parce que ça vient dans un courant général, notamment au Brésil. Je rappelle qu'au Brésil, on a eu des articles notamment sur Lucarne Opposé, je rappelle qu'au Brésil, le 20 novembre est le jour de la conscience noire. C'est un jour où l'on rend justement hommage, notamment, et on a choisi le 20 novembre, à un ancien esclave, Zumbi dos Palmares. Je vous invite à aller lire l'article sur Lucarne Opposé écrit par Marcelin à ce sujet-là. Et c'est en gros une journée où le Brésil n'oublie pas ce passé-là, rend hommage à ces peuples qui ont été déracinés, qui ont été envoyés au Brésil, et essaye surtout de se servir de ce jour-là pour lutter contre le racisme qui est toujours très très présent. Malheureusement, de toute façon, il est présent partout dans le monde, malheureusement, mais il y a donc ces opérations pour essayer de lutter contre le racisme. Et notamment, dans le cadre de cela, le football a décidé d'accélérer un peu le mouvement, et justement, de vraiment appuyer sur son côté, ses origines africaines. Tout simplement, vous voyez, si vous êtes sur la vidéo, et là vous êtes en direct, donc vous le voyez, ce clip qui a été publié par la CBF à l'époque, lors d'un 20 novembre. Et ce jour-là, la CBF avait utilisé Vinicius Junior pour justement continuer de lutter contre le racisme, avait rappelé les origines africaines de ses plus grandes légendes, les origines, les ancêtres africains, et avait poursuivi en rappelant, en donnant, en livrant d'ailleurs, grâce à une analyse ADN, on peut en penser ce que l'on veut, mais voilà, que Vinicius Junior est d'origine camerounaise, que ses ancêtres viennent d'une tribu camerounaise, que donc voilà, ça avait fait beaucoup parler. C'est aussi un des éléments pour mettre fin, c'est compliqué, hein, on mettra, j'espère qu'on y arrivera, mais je crois pas, mettre fin à ces comportements racistes, pour rappeler que voilà, et ça se concluait par cette phrase que vous voyez affichée ici, nous sommes 115 millions d'afro-descendants, presque aucun de nous ne connaît ses ancêtres, donc c'est toujours cette volonté, le football veut vraiment rappeler cette volonté d'avoir un héritage africain et rendre hommage à ses ancêtres qui ont été kidnappés en Afrique pour venir travailler comme esclaves aux quatre coins de l'Amérique du Sud. Je vais y revenir aussi dans un instant par rapport à l'Équateur. Il y a donc ce mouvement-là, ça sert aussi à essayer de combattre des préjugés. Vous le savez qu'il y a des clubs au Brésil qui sont très engagés là-dedans. Je vais vous inviter, je vais vous orienter justement vers les lectures de Primeira Bola notamment, qui reviennent sur les premières années du football au Brésil. Et écrit par Marcelin et qui montre justement cette lutte contre le racisme, que des clubs comme le Vasco, comme la Ponte Preta sont extrêmement actifs justement et toujours actifs dans cette lutte. Je rappelle que la Ponte Preta est la première véritable démocratie raciale. Elle a été créée par un gamin de 15 ans qui s'appelait Miguel do Carmo, dit Miguel, qui est devenu le premier joueur noir du football brésilien, qui a précédé les premières idoles que furent Leonidas ou Domingos par exemple. Bref, je vous mettrai les liens dans la description. Je vous invite à aller lire Primeira Bola. Vous verrez aussi l'impact qu'ont eu ces descendants les descendants des premiers venus d'Afrique sur le développement du football brésilien, et qui a été un petit peu montré par ce clip-là. Mais voilà, je vous invite à aller voir tout cela. Mais vous le voyez, la fédération met en place des programmes. Les clubs se tournent vers le continent africain. C'est pas forcément totalement anodin, et ça peut aussi permettre d'éradiquer cela. Et je le disais, cette lutte contre le racisme, ce retour vers l'identité et vers les racines africaines, en fait, finalement, parce qu'indirectement, on peut dire que ces footballs-là ont des racines africaines. C'est le cas, hein, de toute façon, on peut le dire parce que c'est le cas. L'autre pays qui est très actif sur le sujet, vous imaginez, c'est l'Équateur. Parce que s'il y a bien un pays qui veut rendre hommage à ses racines et dont les racines africaines ont eu un véritable impact, c'est bien l'Équateur. Alors je l'ai déjà raconté un petit peu en live, mais je vais juste en parler un petit peu ici.
dans l'émission, on va parler forcément d'une région particulière. Vous connaissez tous, je vais pas relancer ça, je vais vous mettre une image. Vous connaissez tous ce joueur-là, William Pacho, vous connaissez tous Ener Valencia, vous connaissez tous Piero Hincapié, par exemple, pour ne citer que. Eh bien, tous ont un point commun, indépendamment du fait d'être équatoriens. Ils viennent tous d'une province qui s'appelle la province d'Esmeraldas. C'est une province qui se trouve à la frontière, à la limite de la Colombie, qui est tout au nord de l'Équateur, et qui est surtout la province des Afro-Équatoriens. C'est ici que l'on trouve une grande majorité d'Afro-Équatoriens. Ils sont 44%, 44% de la population de la province d'Esmeraldas est afro-équatorienne. Pour vous donner un exemple, hein, selon les derniers recensements, les afro-équatoriens dans l'ensemble du pays ne représentent que 5%. Donc c'est vraiment la zone des descendants des esclaves hein, venus d'Afrique. Je l'ai déjà raconté, mais la plupart des Afro-Équatoriens présents descendent d'esclaves qui ont soit fui leurs conditions, soit ont échoué sur les rives avec les bateaux qui les transportaient et qui les avaient enlevés à l'Afrique. Il y a cet héritage-là qui se traduit au niveau du football. Et donc, il y a une vraie communauté afro-équatorienne qui a influé sur le football équatorien, et pas qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de Piero Hincapié, de William Pacho, de Ener Valencia. On peut même rajouter Moisés Caicedo qui vient d'une province qui est juste en dessous, juste au sud d'Esmeraldas, et bien d'autres. On peut ajouter aussi Alberto Spencer, par exemple, dans les années 60, qui a été probablement, et qui est peut-être encore d'ailleurs le plus grand joueur équatorien de l'histoire, qui a fait les heures dorées de Peñarol. Bref, Esmeraldas, c'est ici. Pourquoi c'est important aussi de nos jours? Parce que c'est ici que Independiente del Valle a mis en place son plus gros maillage de recherche de talents locaux. Et donc, je l'ai déjà dit, Independiente del Valle est le club qui nourrit les sélections de jeunes et majeurs en Équateur. Vous les verrez en 2026. Une grande majorité des joueurs qui seront présents à la Coupe du Monde ont été soit formés, soit post-formés à Independiente del Valle. Et le club, lui, pour le coup, c'est ce qu'il doit à cette province, c'est à quel point cette province est un élément vital de son développement, et c'est aussi à quel point il est important de défendre l'héritage de ces Afro-Équatoriens, l'héritage dans le sens, ouais, tout ce qu'ils transportent avec eux. Et justement, en mai 2024, le club a inauguré dans son stade, je rappelle qu'Independiente del Valle a construit son propre stade, et donc, dans son propre stade, le club a inauguré une salle qu'ils ont appelée la salle anti-racisme. Vous voyez William Pacho qui est venu l'inaugurer, notamment, et dont le seul but est de sensibiliser le public et d'éradiquer tout comportement raciste et discriminant. Pacho, je le disais, était présent. Le club a développé pour cela un projet qui s'appelle Latidos del Valle. En gros, si je dois le traduire, c'est un petit peu les battements de cœur del Valle. Voilà, Latidos, c'est le pouls, les battements de cœur, qui donc, ce projet veut mettre en place un programme complet de prévention de lutte contre le racisme, de promotion de l'inclusion, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité culturelle, et donc rendre hommage à ce que l'Équateur doit aussi à l'Afrique. Et ce programme est engagé dans une transformation totale du club. Ils ont tout transformé dans ce là. Ils ont ouvert cette salle. Et donc, vous voyez, dans le musée, on voit des descendants, des représentants de la communauté afro-équatorienne. Au centre de l'image, c'est Alberto Spencer. Voilà. Et dans ce programme, il y a un programme éducatif avec des méthodologies, des outils pour aborder justement l'histoire, l'identité et la projection dans l'avenir à travers différentes expressions, qu'elles soient artistiques ou de réflexion. Donc, parmi ces projets, il y a donc la mise en valeur des racines africaines du pays. Il y a donc 2 pays qui, pour l'instant, ont initié ce mouvement-là. Alors, il y a un aspect sur le Brésil, je le disais, qui est aussi, hein, on ne va pas se mentir, un aspect économique, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi cette volonté finalement d'assumer maintenant et de rendre hommage, de mettre en valeur ce que ces pays-là doivent aux descendants d'Africains qui ont été enlevés à leur pays à l'époque de l'esclavage. Et donc tout cela, c'est un vrai mouvement qui se met en place, notamment dans ces 2 pays-là, qui sont les 2 pays
presque les plus fortement impactés là-dessus. Mais voilà, c'est aussi cela qui est intéressant. C'est intéressant notamment quand on s'intéresse au Brésil, où il y a toujours eu ce problème avec l'image de l'identité nationale, pas dans le sens dont vous l'entendez en France. Rappelez-vous de l'événement du Maracanazo, où le racisme est revenu là-dessus, où le Brésil, pendant les années qui ont suivi, a totalement renié son héritage, sa volonté d'être son identité brésilienne pour essayer de redevenir européen. Certains pays ont fait, hein, on l'a déjà dit, un véritable nettoyage pour devenir entre guillemets européen. Je pense à l'Uruguay, je pense à l'Argentine, bien évidemment. Mais d'autres pays ont donc ces racines-là qu'aujourd'hui ils veulent rappeler à tout le monde. Et pourquoi? Parce que ça a influencé leur société et dans ce qui nous intéresse à nous, ça a influencé leur football. Et finalement, bah voilà, c'est pas plus mal. Et on peut espérer surtout que parce que maintenant il y a cette volonté de ne pas oublier ce qu'ils doivent à l'Afrique, ben, ça mérite d'être salué et on espère surtout que ça puisse aider à ouvrir les consciences.